Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la plateforme Nouveau Défi qui vous plonge dans l'univers de la recherche d'emploi et de l'évolution professionnelle pour vous aider à faire des choix de carrière plus éclairés. Nouveau Défi est une initiative de Bon Boss, une firme spécialisée en management qui instaure les meilleures pratiques de gestion inspirées de celles et ceux qu'on appelle les bons boss. Notre sujet pour l'épisode d'aujourd'hui, les soft skills et les habiletés relationnelles en recherche d'emploi et au travail. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de vous introduire mon expert invité d'aujourd'hui, Benoît Chalifou, conférencier international, cofondateur chez Empathia et auteur du best-seller Être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Benoît, salut! Salut! Quelle belle intro! Un plaisir! Merci à toi d'être là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très content de te recevoir. On a un sacré beau sujet devant nous, les soft skills. Je pense qu'il y a beaucoup de matière à couvrir. Absolument. On se laissera transporter par la belle conversation qu'on aura, mais effectivement, c'est assez large, mais on va essayer de le cadrer dans un contexte très précis. Parfait. Ben, Benoît, plongeons tout de suite avec le début de cet épisode-là. Là, pour commencer, je vais te laisser la place pour t'introduire. Donc, peux-tu nous parler de toi, de ton parcours, puis ultimement, ce qui t'a amené à travailler sur les habiletés relationnelles et les soft skills? Oui. Je pense que tout a démarré très tôt. J'ai eu par ailleurs un ami qui, à l'époque, quand j'avais, je pense, 11 ans, débarque dans notre classe, mais il ne parle pas très bien français, vient d'immigrer du Chili. Et de là a entamé cette aventure de la découverte de l'autre dans toutes ses différences et toutes ses splendeurs. C'est mon meilleur ami encore aujourd'hui, c'est peu dire. Et il m'a amené à découvrir aussi, par exemple, le soccer, ce qu'on appelle le soccer, le football en Europe. Et je suis tombé en amour avec ce sport. Et à l'époque, il faut savoir que c'était très peu connu au Québec. C'était comme un loisir plus qu'un sport, là. Et ben, j'étais toujours entouré de personnes de d'autres cultures. Donc, c'est sûr que ça l'a tissé un peu la toile de fond de la curiosité que j'ai toujours eue envers l'autre. Ben, de là a pris forme l'aventure sur les habiletés relationnelles que j'appelle aujourd'hui. On les a appelées longtemps les soft skills. On y reviendra. Fait que moi, j'avais plutôt comme carrière le sport, le soccer. Hein, c'est ce que je voulais faire dans ma vie même. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis à 20 ans, ben, j'avais un bac en administration des affaires en poche. J'avais joué au soccer en même temps au niveau universitaire. Et puis, j'étais parti faire des essais. Ça n'a pas fonctionné. Et quand je suis revenu, j'ai refait des études. Puis je me suis dit, quoi de mieux que passer sa carrière à enseigner, à vulgariser sur le comportement humain. Donc, je suis devenu rapidement, dans ma mi-vingtaine, fin vingtaine, chargé de cours hein, à l'université où je vulgarisais la science d'une manière élégante et inspirante aux jeunes universitaires. C'est comme ça que ça a commencé. C'est intéressant ça. Puis qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton enseignement, justement, sur les soft skills, sur cette vulgarisation-là? Comment était la réception, justement, des étudiants durant ton enseignement? Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, il faut quand même savoir, je te transporte, je ne sais pas moi, 2014, 13, 14, 15. Moi, j'y croyais très fortement parce que ça l'avait forgé qui j'étais. Puis on dit souvent que ce qui forge qui nous sommes, c'est aussi nos expériences. Et il se trouve que j'avais vécu quand même des traumas jeunes. Et donc, ces expériences-là tissent qui tu es, tes Mhm. lunettes, tes perspectives. Et donc, avoir emmagasiné tellement d'expériences significatives avec l'autre, peu importe qui il était, a fait en sorte que je savais que les compétences humaines étaient vraiment déterminantes dans la suite des choses et qu'il fallait emmagasiner un maximum d'expériences d'interaction avec l'autre, aussi différentes soient-elles. Et donc, je pense que ce qui m'a le plus habité, c'est qu'on était au début, c'était la pointe de l'iceberg à l'époque. Je parlais des soft skills. Je me vois encore les premières conférences que je donnais à des espaces de coworking où c'était même gratuit à l'époque pour venir assister à ça. Et on parlait des soft skills. Tout le monde était curieux, mais personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait. Et c'était à l'époque vraiment plus les compétences techniques qui était mis de l'avant. Prenons la définition même, là, pour que tu nous expliques, toi, en tant qu'expert, ce qu'est une soft skill. Ouais.
Ben, moi, j'aime mieux parce que quand on les traduit en français, ce terme, ça fait compétence molle ou douce, ça donne pas vraiment Ouais. envie. Et j'ai voulu, et dans l'écriture du bouquin, hein, le sous-titre, les habiletés relationnelles, je trouve que ça met plus en lumière ce que c'est, sachant que, je ne veux pas entrer dans les nuances, mais que l'intelligence émotionnelle, qu'on appelle beaucoup, hein, Daniel Goleman a mis en lumière ça dans les années 95. Ben, il y a beaucoup de chercheurs qui disent ça existe-tu vraiment, ça? Alors que les habiletés relationnelles, tout le monde, c'est clair, on peut les cultiver, les apprendre, les assimiler. Et donc, les habiletés relationnelles, c'est ce que je t'encourage à mettre en lumière pendant l'entrevue, plus que les soft skills, parce que c'est Mmh. très large. Ben, les habiletés relationnelles, on peut les décortiquer une à une, hein. On peut y aller avec l'empathie, la communication, l'adaptabilité. On peut y aller avec la capacité d'analyse, la pensée critique. On peut parler aussi, pourquoi pas, de la motivation, la résilience, un terme qui est tellement galvaudé qu'on peut remettre du lustre, la capacité de jugement, on n'en parle pas assez. Évidemment, je ne sais même pas si je l'ai mentionné, j'y étais en vrac, mais la curiosité, qui est vraiment absolument incontournable à l'ère du temps. Évidemment, on peut y aller avec l'engagement, la socialisation, on peut y aller aussi avec la négociation, qui va être un arme redoutable pour les personnes qui seront la tisser. Et je terminerai avec, évidemment, un apprentissage continu face aux changements qui s'accélèrent. Considères-tu que dans notre vie personnelle ou même, en fait, davantage peut-être même professionnelle, on a tendance à sous-estimer l'importance ou la puissance de ces compétences-là, de ces habiletés relationnelles-là? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on les sous-estime énormément, à tort, parce que ben, je suis très informé par la nature de mon métier sur les changements et tout ça. Et je regarde, il y a beaucoup de gens qui disent 2026, est-ce que c'est la dernière année concrètement pour des programmeurs? Évidemment, j'y crois pas nécessairement, mais je me dis, waouh, on est rendu là. Est-ce que ou la nature du programmeur va changer à mon sens, un peu Mmh. comme un chirurgien, il n'est pas voué à disparaître, voyons donc, mais sa nature du travail va vraiment évoluer. Donc, je pense sincèrement que c'est très sous-estimé. Vous savez, je prends l'exemple, n'importe quel exemple de personnes qui sont en interaction avec l'autre, dont le métier est très technique, mais probablement que l'emphase va être plus sur l'interaction avec l'autre. On vient de parler du chirurgien. Il y aura probablement plus de capacité à montrer son empathie envers le patient, sachant qu'il y a beaucoup de robots intelligents qui vont faire des choses que l'humain faisait avant. Et là, je suis dans mon imaginaire encore parce que je m'imagine que ça sera ça, mais ça peut être différent. Mais mon point, c'est un exemple. C'est que le rapport à l'autre, chose que l'intelligence artificielle ne pourra pas faire réellement. On peut prétendre créer une relation avec un chat GPT de ce monde. Par contre, le chat GPT n'aura jamais d'émotion. Et donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à générer et à ressentir nos propres émotions et à en générer chez les autres, parce qu'autrement, on peut se faire berner par l'intelligence artificielle pensant qu'il génère des émotions. Ce qui est en fait quand même une problématique qu'on voit de plus en plus arriver. Il y a beaucoup de personnes qui développent une sorte de lien relationnel justement avec la technologie, alors que il y a rien de l'autre côté justement là, que c'est créé davantage Ben, dans un optique c'est un drame qui s'opère devant Oui, nos c'est ça. yeux, et qu'on tarde à réagir. Puis là, on ne parle pas des réseaux sociaux et de toutes ces choses qui freinent notre capacité à entrer réellement en connexion avec l'autre, hein. J'ai parlé de connexion et non pas de communiquer. Grande différence entre connexion et communiquer par ailleurs. C'est quoi justement la différence pour toi à ce niveau-là? Ben, quand il y a une connexion, il y a un regard, il y a un échange, il y a une résonance émotionnelle à l'autre, on le ressent. Par exemple, tu me viens de me faire un signe de la tête parce qu'on est en résonance avec Hmm. tu es en résonance avec ce que je te dis. Tu aurais pu être mhm, ouais, hein, il y a cette subtilité-là. Il y a aussi évidemment toute le, le- 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 comment dire, l'énergie
qui est ressentie. Même si on est à travers 2 écrans, on la ressent, on la ressentira encore plus si on serait, en présentiel. Heu et toutes ces choses qui est dur à expliquer, mais quand on le vit, quand on le ressent, heu, c'est palpable. Et donc, la communication ne permet pas une connexion à l'autre. Alors que, la véritable interaction à l'autre, physique ou, verbale, ben, provoque, puis là, j'ai pas parlé d'endorphines, de neurotransmetteurs ou d'hormones, comme on les appelle, qui, est sécrétée massivement, que ce soit l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la sérotonine et autres, quand on est en connexion versus quand on communique, il y a très peu de ces endorphines. J'ose espérer là, que les gens sont convaincus de ça. Donc, la connexion va au-delà du simple échange d'informations que peut représenter la communication, là. C'est vraiment. Puis Ressenti, il y a ressenti. ressenti. Ouais. Il y a une base, j'imagine, qui est très volontaire aussi à ça, là, le désir d'entrer en relation avec autrui et de créer ce pont-là relationnel, c'est quand même important. Ouais, mais il y a il y a un net écart en ce moment qui s'est creusé avec les générations COVID qui a désappris en quelque sorte et qui doivent réapprendre. Donc, oui, il faut avoir un désir, mais il faut l'apprendre parce que c'est comme n'importe quoi. Avant de l'apprendre, on ne le désire pas. Donc, il faut qu'on ait des tuteurs, des tutrices, des mentors, des parents ou peu importe quel cadre, mais il faut avoir des gens qui nous stimulent à voir la grandeur pour avoir ce désir de le faire. Donc, il faut avoir des modèles. Comment, peut-être que ma question va paraître simpliste, mais justement, comment on peut développer ces habiletés relationnelles? Tu sais, on parlait de désir ou justement peut-être de montrer aussi, se montrer en tant que modèle à des enfants ou des adolescents, comme être capable d'entrer en relation avec autrui. Donc, ça peut se développer comment, ça? Je sais que tu as un enfant de bas âge, ben, sache qu'il va t'écouter très peu. C'est une mauvaise nouvelle que je t'annonce, mais sache qu'il va t'imiter à la perfection, par contre. Dans tous tes micro-détails, micro-gestes, micro-comportements. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut jamais sous-estimer chacune de nos interactions, aussi banales soient-elles, lorsqu'on peut montrer par l'exemple à nos enfants une interaction dans la bienveillance, dans la politesse, dans le respect d'autrui. Et on a un choix parce que sans s'en rendre compte, toutes les paroles qu'on utilise, tous les gestes qu'on fait, ben, c'est un modèle qui est scruté à la lettre, qui va être imité. Et donc, oui, l'expérience est de multiplier les expériences de ces jeunes pour qu'ils puissent en voir la grandeur et l'apprendre. Parce que ben, dans le sport, dans la musique, dans la gymnastique, dans la danse et toute autre place, c'est la pratique qui laisse place à des choses grandioses par la suite. Et donc, pour moi, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai deux enfants de mon côté et que j'essaye le plus possible de faire en sorte je leur pose beaucoup de questions, je leur mets dans des cadres dans lesquels ils doivent être en interaction à l'autre et je les laisse aller. Quand une personne, un adulte me demande quelque chose concernant un de mes enfants, puis il est là, ben moi, je ne répondrai jamais pour eux. Donc, je les laisse interagir. Je les force dans des situations où ils doivent activer, par exemple, l'adaptabilité, la curiosité. J'aime beaucoup le sport d'équipe, tout ce qui est collectif, parce que tu apprends, puis les laisser. Euh, donc, c'est vraiment l'expérience. Et c'est pour ça qu'un cours universitaire, c'est pour ça qu'une formation, malheureusement, si on n'est pas capable, d'une part, de vulgariser, d'expliquer à autrui ce qu'on vient d'apprendre, et d'autre part, de le mettre en action le plus rapidement possible pour en voir la grandeur, ben, ça va Si on se rester trans- qu'un cadre théorique. Si on se transporte dans l'univers du travail, quelqu'un peut être excellent techniquement, là, tu abordais justement un petit peu Ouais. tantôt là, cet aspect-là, mais cette personne pourrait se sentir limitée professionnellement à cause de ses habiletés relationnelles, peut-être qu'elle ne maîtrise pas Limitante, suffisamment. ouais. Ouais. Comment une personne comme ça, dans un contexte de travail qui n'est pas habituée
à faire, disons, à faire briller ses habiletés relationnelles, par quoi il pourrait commencer pour les développer puis essayer de grandir à travers ça? Ouais, ben, très bon point. D'ailleurs, il faut quand même apporter une nuance, hein. Habileté relationnelle n'a rien à voir avec intro extraverti. Ça, c'est une chose vraiment importante à savoir. L'introverti est capable de développer autant d'habiletés relationnelles que l'extraverti. Je tiens à le préciser parce que souvent, c'est un mythe qui règne, là. D'ailleurs, les meilleurs vendeurs ne sont pas nécessairement des extravertis. C'est un autre mythe qui règne énormément. Bref, ceci étant dit, peu importe la nature le tempérament, la personnalité de la personne, c'est sûr que ça limite, surtout à l'ère du temps où tout ce qui est technique et tout ce qui est réplicable, qui est modélisable, Mm. va être remplacé par l'intelligence artificielle. Ben, il y a urgence d'agir sur le côté humain. Ça, c'est une évidence claire. Et que, ben, on va toujours être en mode, en tout cas dans les prochaines années, copilotage avec l'intelligence artificielle. Parce que ton jugement, qui est une habileté relationnelle, pour moi, importante, parce que ta capacité de réfléchir par toi-même et de forger une idée, ta capacité d'être créatif, de développer un sens de l'imaginaire que les enfants ont tant, qu'on devrait réapprendre. Et ça va devenir un cœur de métier. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui se limite à ses compétences techniques très fines, qui ne se renouvelle pas et qui n'apprend pas à développer d'autres habiletés, d'autres aptitudes plutôt issues de l'humain, relationnel, humaine, va quand même galérer dans les prochaines années, à mon sens. Oui, il n'y aura pas le choix, je pense, effectivement, de Oui. rehausser un petit peu les Puis, compétences tu là-dessus. sais, je suis souvent avec des entreprises dans le cadre de mes conférences. Vous savez, la personne qui est la plus dure à licencier, c'est cette personne qui est très performante, Ouais. mais qui n'a aucune habileté relationnelle. Et tout le monde a une frayeur quand il le voit. Cette personne a une arrogance, a aucune aptitude à entrer en relation à l'autre et préserver ses liens. Euh, et aujourd'hui, ben, ces personnes-là vont peut-être être moins tolérées. Donc, c'est la gentillesse, on n'en parle pas beaucoup hein, de ce mot, mais la Ouais. gentillesse, l'altruisme, l'empathie, la compassion, ça, on en parle un peu plus, mais ces choses-là, c'est tellement de base, mais tellement nécessaire. Tu abordes de quoi de vraiment intéressant parce que c- ce genre d'éléments-là est au début d'une relation de travail et peut-être même au début d'un processus de recrutement est plus difficile à voir. Tu sais, c'est des choses qui peuvent se voir au fil du temps. Si on se met dans la position d'un recrutement, par exemple, lors d'une entrevue, penses-tu qu'on évalue assez ou on évalue vraiment les habiletés relationnelles, disons, dans une position recruteur-candidat? Euh, Ça dépend, hein. Il y a toutes sortes d'entreprises, d'organisations qui procèdent à des entrevues, ma foi, différentes les unes des autres, mais c'est sûr que je trouve que des questions qui laissent qui laissent présager les expériences de la personne en dit beaucoup. Tu sais, par exemple, une question que je propose aux recruteurs, que j'aime beaucoup, c'est, tu sais, David, à la lumière de toutes tes expériences significatives dans ta vie, si tu devais m'en partager une qui a teinté qui tu es devant moi, laquelle serais-tu tenté de me partager? Et là, c'est sûr que ton expérience significative qui a teinté qui tu es devant moi et que je suis le recruteur et que tu me le partages avec éloquence, ben, ça va mettre en lumière une compétence ou des choses que tu as su forger grâce à cette expérience significative qui n'est pas définie dans ton CV. Donc, j'encourage les personnes qui se cherchent un emploi euh, à stimuler ces réflexions en avant-scène à c'est quoi mes expériences significatives, c'est quoi mes grands talents que je suis capable de mettre en lumière et d'expliquer aussi, d'expliquer par des exemples concrets, c'est quoi mes angles morts, être capable sans dire je suis perfectionniste, parce que c'est toujours la même réponse qui sort quand on demande des angles morts, je suis perfectionniste, sort de là
Puis d'ailleurs, le perfectionnisme, moi, je trouve que c'est un grand drame en ce moment qui règne de plus en plus, qui invite beaucoup au burn-out et à l'épuisement professionnel. Ouais. Donc, c'est quand même pas, c'est pas un faux angle mort, là, c'est un grand angle mort qui est quand même déchirant à avoir parce que ça freine la créativité et l'innovation. Fait qu'arrêtez de dire le perfectionniste quand on vous demande les angles morts et dites vraiment, c'est quoi votre angle mort? Moi, par exemple, je ne sais pas dire non, j'ai de la misère à dire non. Euh, j'ai de la misère à avoir ces conversations difficiles à l'autre. Donc, c'est sûr que ça n'encourage pas une personne qui me recrute, qui cherche le poste de gestionnaire, mais j'aurais eu cette franchise de le dire. Ouais. Puis, Parce que ça peut être un frein pour certains candidats, justement, de se dévoiler comme ça. Parce que, bon, le cliché de je suis trop perfectionniste, on l'a entendu mille ouais, fois, mais d'un côté, tu veux bien paraître si ton entrevue, tu es intéressé par le poste, mais de l'autre côté, tu te dois d'être authentique aussi. Tu ne peux pas te mentir à toi ni ouais, au puis, recruteur. oui, puis évidemment, tu n'étales pas ta liste d'angles morts non plus, hein. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le jugement. Par contre, une dose de vulnérabilité attire la vulnérabilité chez le recruteur, puis il faut quand même savoir que la vulnérabilité, c'est le meilleur ami de la confiance. Et que quand quelqu'un s'ouvre avec une certaine dose de vulnérabilité, ben, l'autre va en faire autant. Je ne suis pas en train de parler de parler de son intimité dans toutes ses splendeurs et ses grandeurs. Bien sûr que non, ayez du jugement, mais d'exprimer un talon d'Achille, un angle mort, c'est une marque de vulnérabilité puissante, je trouve, à explorer en entrevue, en parcimonie, c'est-à-dire pas dans parler de tes mélodrames, puis encore une fois, moi, j'aime beaucoup la notion de jugement comme habileté Ouais. relationnelle. Parce que quand je parle de vulnérabilité, par exemple, il y en a qui vont entendre ça et dire: «Ah, mais non, moi, je ne vais pas mettre mon intimité.» Non, aie du jugement, puis c'est le doser dans le bon. Et c'est ça la notion de jugement, c'est tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu, tout ce qui est assimilé. Est-ce que tu as le jugement de le cadrer dans le contexte, au bon moment, dans Mm. la bonne dose? Ça, c'est une compétence tellement importante dans les années à venir. Fait que quand tu es en entrevue, le jugement, c'est savoir jauger selon la question, quel dosage de réponse. Et quand arrêter, sachant que l'intervieweur a eu ce qu'il avait à avoir. Donc, avoir cette capacité aussi de doser la séquence de ta réponse, sentir quand arrêter, quand continuer. Tu parles de jugement et j'en comprends que c'est vraiment une habileté fondamentale, je pense, dans toutes les sphères de nos vies Ouais. en soi. Mais que ce soit en entrevue ou au travail ou ailleurs, penses-tu qu'il y a des habiletés relationnelles qui sont plus déterminantes que d'autres, qui reviennent plus souvent, ou c'est davantage contextuel et le degré d'importance varie? Ben, je pense que c'est le degré d'importance varie selon la nature de l'emploi. Hmm. C'est clair. Quelqu'un qui travaille en solo, en télétravail à temps plein, il aura peut-être moins besoin de certains types d'habiletés comme la socialisation ou la connexion à l'autre, la négociation, des choses comme ça, versus quelqu'un qui est en interaction constante. Selon la nature, va mettre en lumière des compétences à cultiver davantage que d'autres. Il n'en demeure pas moins que quand ton coffre à outils est bien garni, ben, tu sais quel utiliser à quel moment. Puis c'est des choses qui se cultivent, mais je pense que essentiellement, si je devais en prendre quelques-unes qui sont assez universelles à l'ère du temps, là, la capacité d'analyse, la pensée critique, le jugement qu'on a parlé, la curiosité, ça, c'est vraiment pour moi des incontournables. C'est sûr, l'empathie, là, c'est sûr que si on sait ce que ça veut vraiment dire puis qu'on l'active, tu sais, l'empathie, un programmeur a besoin d'empathie parce qu'il faut quand même pas oublier que l'application, si ça se trouve, ben, elle est designée pour un client. Donc, il faut être empathique envers le client, le client qui est le consommateur en général, parce que ben, on veut découvrir ses besoins, ses intentions, sa manière d'interagir pour mettre en lumière l'application à la lumière de ses besoins. Donc, l'empathie, ça se trouve partout et c'est la découverte de l'autre pour mieux le découvrir d'une part et pour mieux le servir.
Et l'empathie, c'est souvent la prémisse nécessaire, c'est la curiosité. Parce que pour être empathique, je dois te découvrir ton tempérament, ta personnalité, tes qualités. Donc, moi, quand les gens me répondent, ben, moi, je ne suis pas curieux, ben, je leur dis, bonne nouvelle. C'est un muscle qui se cultive, comme la bicyclette, hein. Moi, je ne sais pas faire de la Ouais. bicyclette. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à en mettre 2 roues qui te supportent, puis tu as un syndrome d'imposteur parce que tu n'es pas capable nécessairement, mais tu prétends être capable, puis à un moment donné, tu enlèves les 2 roues qui te supportent, puis tu es capable d'en faire. C'est la même chose avec n'importe quelle habileté relationnelle. Il y a, je crois, un passage du syndrome de l'imposteur à un moment donné parce que tu découvres quelque chose et donc c'est pas confortable, tu n'es pas à l'aise, puis à un moment donné, ben, tu deviens à l'aise. Mais il y a une partie aussi, je t'écoute tu sais, d'expérimentation sur soi. Sans On arrêt. fait des tests, là, on fait des tests relationnels, mais je pense qu'il y a une partie aussi où est-ce qu'il faut être en mesure de recevoir les Oui, réponses ou l'énergie de l'autre personne aussi. Puis ça, c'est pas toujours donné, surtout quand on est dans des zones qui sont plus négatives, là, recevoir une tristesse, une frustration, recevoir peut-être juste une réponse qu'on ne s'attend pas. C'est pas évident, mais c'est à développer aussi. ben, c'est tellement important, surtout quand on débute une jeune carrière, mais dans n'importe quel contexte, devrais-je dire, c'est la capacité de rétroaction, d'accueillir le feedback de l'autre. La capacité d'introspection, c'est une autre chose, on n'en a pas parlé, mais c'est important aussi. Tu sais, l'introspection te mène à comprendre c'est quoi tes principes, c'est quoi tes valeurs personnelles, je ne parle pas de Mhm, corporatives, mais quand tu connais tes valeurs personnelles qui peuvent évoluer avec le temps parce que notre vie évolue, mais quand tu connais, par exemple, tes valeurs personnelles, tu es capable plus d'être aligné avec un choix d'emploi aligné avec tes valeurs personnelles. Ce ne sera pas les mêmes valeurs, mais tu sais, si tu choisis une organisation pour laquelle les valeurs ne sont pas alignées avec les tiennes, ça va être quand même un chemin assez brutal. Et par ailleurs, surtout, je dois dire, trouver si on est capable, qui sera ton patron, ta patronne? Parce que je trouve que c'est encore plus ouais. important de savoir qui est ton patron, ta patronne, que dans quelle organisation tu travailles. Pour moi, mais nuançons, parce que, par exemple, si tu travailles pour une compagnie qui produit quelque chose ou qui fait quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, ça commence quand même mal. Mais je trouve que le patron ou la patronne joue un rôle prédominant, beaucoup plus qu'on le pense, sur le plaisir, la capacité de se développer dans cette équipe-là. Quand on est capable d'explorer ça, c'est génial. Et par ailleurs, donc, on a parlé d'introspection, se connaître, c'est un travail de tous les instants. Gandhi disait, hein, le plus long voyage, personne que j'aime beaucoup, Gandhi, il disait, le plus long voyage, c'est le voyage autour de soi-même, hein, donc la capacité de rétroaction, brutale parfois, parce que c'est pas tout le monde qui sont capables de donner un feedback dans le bon dosage. Mais est-ce qu'on est Mhm. capable, peu importe le feedback, de l'accueillir et de faire ce que j'appelle des micro-ajustements, sans se dénaturer, bien sûr, parce que on peut des fois dire, ben, on va commencer à prendre tous les feedbacks de tout le monde, mais ce qui arrive, c'est qu'on finit par plaire à personne et on se finit par se dénaturer. Et c'est là où j'aime On beaucoup s'y la perd. notion de micro-ajustement. Il y a toujours place à amélioration, mais dans des micro-ajustements sans te dénaturer dans ton identité, dans qui tu es. Peux-tu nous donner des exemples justement de micros ajustements qu'on peut faire dans une situation particulière ou Ouais, n'importe laquelle? ben, bien sûr, j'en ai plein. Par exemple, prenons l'exemple de mon métier, conférencier. C'est sûr que tu ne peux pas plaire à tout le monde parce que tu finis par plaire à personne. Il faut que tu trouves ton, ta manière d'être, ton style, hein, coloré Mhm. aussi soit-il. Donc, par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'énergie et que je suis un peu dans le style burlesque, humoristique, mais j'ai reçu beaucoup de feedback de gens qui, par exemple, disaient: «Ah, tu bouges beaucoup trop sur scène». Hem, c L'impression, de la misère à suivre par rapport à ça. Fait un micro-ajustement que j'ai fait là-dessus, c'est que souvent, je vais forcer des moments d'arrêt où je fige mes pieds au sol pour pas justement étourdir les gens avec trop de bougeottes. Heu, mais je n'ai pas retiré, l'énergie que j'ai, bien qu'il y a certains qui disent: «Il y a ben trop de gaz, beaucoup trop d'énergie».
Mais si j'arrête d'avoir cette énergie-là en scène, ben, j'aurais perdu mon style. Donc, ça, c'est un micro-ajustement. J'ai planté mes pieds au sol, je me suis pratiqué à planter mes pieds au sol ici et là et ça a fait toute une différence. D'autres micro-ajustements, c'est que des fois, j'étais de nature très polarisante dans mes manières d'exprimer mes idées. Tu l'as certainement constaté dans l'entrevue qu'on réalise en ce moment. J'ai plus tendance aujourd'hui, grâce aux nombreux feedbacks que j'ai eus, à nuancer certaines choses et non pas trouver un chemin unique avec une idée unique. Surtout quand on parle d'habileté relationnelle, c'est rempli de nuances. Ben, l'être humain est rempli de Ben, nuances en bien sûr, partant, donc forcément, bien sûr. Fait que, puis forcément. tu sais, dans des micro-ajustements, c'est par exemple quand tu as beaucoup, beaucoup d'idées en réunion, puis que ben, es-tu capable, dans le micro-ajustement, de les prendre en note sur ton calepin, puis de te forcer à ne pas interrompre systématiquement l'autre parce qu'on te l'a dit. Est-ce que tu es capable de conserver ce côté créatif et d'avoir beaucoup d'idées, mais de les prendre en note puis trouver un moment précis où les déposer? Sachant que si tu interromps la personne, ça se peut que l'idée que tu viens de déposer, elle l'aurait peut-être eue. Donc, trouver un modus Mmh. operandi, là, je prends des exemples comme ça, là, dans un cadre de travail, mais c'est la même chose à la maison, c'est la même chose dans toutes nos interactions. Micro-ajustement ne veut pas dire se dénaturer, ne veut pas dire changer d'identité ou de personnalité. Ça veut dire, dans le granulaire, être capable de s'ajuster et ça va être un passage obligé tout au long d'une vie, là. Il y a beaucoup de, justement, quand tu parles d'ajustement, de développement, ce qu'on comprend, il y a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, d'expérimentation à travers ça. Mais considères-tu qu'il y a une petite partie, ou plus grande, je ne sais pas, je te laisse la réponse, des habiletés relationnelles qui sont innées chez les individus? Parfois, on voit des gens qui sont, mon Dieu, tellement bons dans une des habiletés relationnelles, puis on se dit, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie, même si, il est tout jeune, tu sais. Mmh. Est-ce qu'il y a une partie de soi avec laquelle on peut naître avec ce genre d'habileté-là? J'ai aucune idée. Je pense pas qu'il y a un gène relationnel qui existe, hein. Ça a été étudié, ça. Il y en a pas, à mon humble avis, de gène relationnel. Par contre, il ne faut pas sous-estimer, nos expériences quand on est jeune. Quand tu vis des traumas, quand tu vis des choses significatives, très agréables, très désagréables, très jeune, ben ça forge ton identité, que tu le veuilles ou pas. Quelqu'un qui, tu sais, quelqu'un qui rentre en relation facile avec tous les autres, tout le temps, tu te dis: «Mon Dieu, c'est incroyable, c'est tellement facile pour lui ou pour elle». Mais que tu réalises que, ben, il a grandi dans une ferme avec 10 frères et sœurs, ben heu, ça vient de là. Heu, je veux dire, la personne qui est téméraire, qui a pas peur de prendre des risques, puis là, tu regardes ses parents qui étaient un peu dans la même nature, puis ils ont fait voyager un peu partout tout le temps. Il y a toujours des fois des causes à effet, je pense. Pas tout le temps comme je le précise, mais hem, on décortique un peu les expériences des gens et on se rend compte que c'est souvent le fruit de ça. L'expérimentation que tu parlais, David, tantôt, je pense qu'il faut multiplier des expériences, aussi différentes soient-elles. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup parler de normaliser même l'inconfort. Normaliser l'inconfort Mmh. d'expériences différentes qui te rendent inconfortable, mais qui va créer une tension, qui va permettre d'étirer ton champ de compétences et de talents par cette capacité systématiquement tout le temps de normaliser des zones inconfortables. Moi, j'accepte toujours ces balados-là parce que ça me rend un peu inconfortable n'étant pas en contrôle de la conversation, mais ça me permet de comprendre si ma capacité d'exprimer mes propos sont clairs et nets. Est-ce que je maîtrise chacune des réponses qu'on me par rapport aux questions que tu me poses? À chaque fois, j'accueille des pépites qui vont m'habiter, qui vont me faire réfléchir pour les jours à venir. Donc, c'est une manière de me mettre constamment dans des zones un peu plus inconfortables qui me font grandir. Écrire un livre, ça a été extrêmement inconfortable et j'en passe.
Ben, parle-nous un petit peu justement de ton livre. C'est assez complet, c'est assez fascinant quand même. Qu'est-ce que tu peux nous parler rapidement pour les gens qui voudraient le lire, là? Ben, sur le livre, écoute, moi, ça a été un petit peu la même chose, c'est que j'étais convaincu des soft skills depuis longtemps, comme tu le sais, on en a parlé au début de l'entrevue. Et plus que j'en parlais, plus je me suis rendu compte que ben, ces soft skills-là étaient franchement déterminants pour des carrières, hein. Il y a un adage qui dit c'est pas tes aptitudes, mais plutôt ton attitude qui va déterminer ton altitude. Donc, le comportement humain, finalement, la bienveillance, la gentillesse, l'empathie, l'altruisme, la résilience et toutes ces choses-là. Et donc, je me suis dit, en pleine COVID, alors que, c'est un bel exemple, COVID, souvent dans les moments de crise, moments d'opportunité. Donc, je me suis mis à prendre un moment d'arrêt avec moi-même et j'ai décidé d'écrire ce bouquin-là en pleine COVID. Puis ça a été un merveilleux malheur, cette expérience-là. Un merveilleux malheur dans le sens que ça m'a permis de changer de carrière, bien que j'aimais beaucoup ma carrière. Ça a été le début d'une longue aventure et ça a été aussi une confirmation que ce sujet m'interpellait tant que je voulais en faire une carrière proprement dite. Ça m'a permis aussi de comprendre que certains termes, je pensais comprendre, je pensais connaître, que je connaissais pas beaucoup, parce Mmh. que, ben, c'est un exercice très intellectuel, puis c'est très vulnérable parce que là, je peux pas dire: «Ah, à la page 26, c'est pas ça que je voulais dire». Tu déposes quelque chose, puis tu vis avec. Hem Donc ça, c'est un bel exemple de normaliser l'inconfort. Ça a été heu, assez inconfortable, merci, mais tellement gratifiant, ben, je compte bien, continuer dans cette aventure quand le temps me permettra. Il y a une autre chose qu'on n'a pas parlé, que je voulais dire, c'est qu'il faut être capable aussi, à l'ère du temps, de savourer les paradoxes. Qu'est-ce que tu veux dire Ben, par tu là? sais, par exemple, la COVID, moi, ça a été, au départ, vraiment extrêmement difficile. Ça a été un moment de crise. Quelqu'un qui est aussi extraverti que moi, qui aime l'interaction à l'autre, qui a été pris dans sa maison, 24 heures sur 24, du jour au lendemain. Tout s'est arrêté. C'était très dur pour moi. Mais en même temps, ça a été, comme je le disais tantôt, un merveilleux malheur. Et ça, c'est un beau paradoxe. Donc, des fois, un malheur peut être merveilleux si on embarque dans ce malheur et qu'on en voit la grandeur de ce qu'on peut faire. Et les paradoxes, souvent, vont amener des opportunités, va amener des découvertes sur soi-même, va amener, tu sais, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui serait de nature à voyager seul, euh, mais le seul voyage que j'ai fait seul a été le voyage le plus enlightening, comme on dit, le plus éveillant pour moi. Dans les paradoxes, les choses qui ne sont pas supposées d'aller ensemble, souvent sont remplies d'opportunités, d'éveil, Mmh. de réflexion profonde, de talent qui va peut-être se cultiver. Bref, Il faut avoir le courage aussi de les percevoir, ces opportunités-là, et de plonger pour aller les chercher. Ça peut être, si on parlait d'inconfort, d'instabilité tout à l'heure, pour bien des gens, changer le statu quo, c'est quand même une dose ça peut être anxiogène, là. ouais, mais le courage, le mot courage, hein, déjà, faut le définir. Pour moi, le courage, c'est rien d'autre que la peur en action. Donc, Ah, c'est bien ça, j'aime ouais, ça, la ça. peur en action, donc tout ce qui te fait peur, mets-le en action et ça sera courageux. Par exemple, moi, la présenter en public, c'est pas une peur pour moi, mais monter un meuble IKEA, ça, c'est une peur pour moi. Donc chacun a des je blague un peu, mais tu sais, mettre la peur en J'irai t'aider si t'en as ouais, un. OK, bon, parfait. Mais tu sais, la peur en action, c'est ça. C'est toute chose qui t'étire ta zone de confort, qui lui crée un stretch qui va te permettre Ouais. davantage de développer, par la suite des talents, des opportunités. Penses-tu qu'il y a une habileté qui est sous-estimée, qu'on n'utilise pas assez? Hem, ben, il y en a plusieurs. Je pense qu'avec les années, notre capacité d'être irrationnel, là, parce que dans le fond, nous, on pense en tant qu'humain qu'on est objectif, mais on ne l'est Mmh. jamais. On est extrêmement subjectif, qui est le fruit de nos expériences, de nos émotions du moment. Ça,
ça nous amenait à l'époque à prendre des décisions, des fois qu'on regrettait et ci et ça. Puis c'est souvent encore aujourd'hui le cas, hein, quand tu es subjectif, puis tu fais un investissement dans une compagnie start-up que tu es vendu par les émotions du moment, puis tu perds ton argent, c'est pas nécessairement la chose que tu es content d'avoir fait. Bon, c'est un exemple. Ça m'est déjà arrivé. Mais mon point, c'est aujourd'hui, à l'ère où tout va être tout ce qui est prédictif, tout ce qui a des données qui sont cultivées, qui sont emmagasinées, tout ce qui est linéaire et qu'on peut percevoir que ça va être dans cette suite d'idées-là et c'est clair et net, ben l'IA va s'en occuper. Et donc, ce qui nous reste pour être créatif, imaginatif, c'est notre subjectivité. Cette Mmh. subjectivité qu'on a longtemps dit, ah, c'est un angle mort, il faut faire attention. Moi, je pense que cette subjectivité pourrait devenir notre meilleure force pour justement avoir des idées champ gauche qui n'ont aucun bon sens, mais que l'IA ne peut pas prédire parce qu'il n'y a pas de données qui t'amenaient dans ce sens-là. Euh, cette co-création de deux cerveaux subjectifs ensemble, ben ça fait du champ gauche au pied carré. Donc, pour moi, la subjectivité, je ne sais pas si on peut mettre en lumière que c'est une compétence, une habileté relationnelle, mais je sais qu'elle est grandement vecteur de créativité et d'imagination. À quel point tu penses que ces habiletés-là, créativité, imagination, etc., là, vont jouer un rôle dans l'accès aux opportunités sur le marché du travail? En accès, je ne sais pas, ça va dépendre des intervieweurs. Tu sais, il y a des entrepreneurs, il y a des gens aux ressources humaines, capital humain, peu importe comment on l'appelle, qui, qui aiment justement des personnes avec des profils très champ gauche. Tu sais, par exemple, j'étais dernièrement avec un groupe financier, puis ils avaient embauché un tétanologue, en tout cas, les funéraires, là, Ah, oui, voilà, thanatologue. j'ai trop de la misère à Oui, c'est l'exprimer. ça. Puis, ben, mais cette personne-là, là, par la nature de son métier, est en interaction délicate constamment. Un deuil est survenu, est en interaction avec Oui. la famille. Donc, c'est sûr que c'est des compétences extrêmement liées avec l'empathie, le ci, le ça. Et dans les services financiers, c'est une compétence hors norme à avoir. Et donc, moi, avoir des profils, moi, intervieweur, recruteur, recruteuse, je serais vraiment intéressé par des profils qui sortent du cadre. Quelqu'un qui était enseignant au primaire, puis qui se retrouve, j'en ai eu une la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai ça en tête, qui se retrouve dans une compagnie de construction en gestion de chantier, tu t'imagines? Mais il y a des aptitudes extraordinaires qui ont été développées dans une autre nature de métier qui se transposent très bien et dont le schéma classique ne pourrait pas permettre. Un ingénieur, une compagnie d'ingénierie qui embauche quelqu'un qui sort vraiment du cadre. Je ne dis pas qu'il faut juste embaucher des gens qui sortent du cadre, mais ça amène une facette extraordinaire à un groupe parfois homogène. Trouves-tu que les habiletés relationnelles deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure qu'on avance dans sa carrière? Clairement. Exemple, souvent les gens vont, la plupart du temps, vont finir par obtenir un poste de gestion. Ce n'est pas toujours le cas et c'est parfait comme ça aussi, mais peut-être que même en vieillissant, on devient de plus en plus mature, on vit différentes expériences. Donc, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Mets-moi un angle plus précis, non? Ben, exemple. On a quelqu'un qui est extrêmement technique. Début de sa carrière, ça fait peut-être une dizaine d'années et obtient un poste de gestion, éventuellement. Il est promu gestionnaire. Il fait sa carrière, il avance, puis à un moment donné, tombe dans un poste de direction, peut-être même éventuellement un poste de vice-président. Donc, plus on monte, si on veut, dans la pyramide de l'organisation, à quel point nos habiletés relationnelles deviennent plus importantes. Ben, Ou ouais, peut-être ouais, pas. ouais. OK, c'est ça, je voulais juste être sûr de comprendre. Ben, écoute, tu soulèves un bon point, puis je vais me permettre une nuance. C'est pas qu'elles vont être plus importantes, c'est qu'elles seront plus observables, elles seront plus accessibles à autrui. Euh,
par plusieurs individus versus quand tu es dans un cadre très précis, dans une tâche où tu es en interaction avec 2, 3 personnes, voire, ben, Ouais. l'ensemble de la collectivité ne le voit pas. Et donc, c'est pas qu'elles sont moins importantes, c'est qu'elles sont moins contaminantes, elles ont moins d'impact sur un ensemble de collectivités. Et donc, moi, ce que je dirais à ça, c'est que vaut mieux constamment les développer dès le départ pour que quand tu montes en puissance dans l'organisation, mais que tu aies déjà cultivé énormément d'habiletés qui seront au service de sa collectivité. Et donc, pour moi, elles sont tout aussi importantes et c'est probablement la raison d'être de pourquoi tu montes en puissance, quoique parfois le lobbying, le politique et les narcissiques, bien qu'on utilise ce mot pour tout et rien maintenant, euh, savent se frayer un chemin. Mais pour moi, il n'en demeure pas moins que ces personnes qui développent des aptitudes relationnelles très tôt vont en bénéficier tout au long de leur carrière. Et Ouais. donc, ce n'est pas qu'elles sont plus ou moins importantes. C'est d'ailleurs le vecteur probablement qui a fait que ces gens ont évolué. Et quand elles seront au service d'un maximum de personnes, mais elles contamineront positivement par leur posture, par leur manière d'être, un maximum de personnes et ils grandiront grâce à ces aptitudes relationnelles. Tu viens de dire quelque chose de vraiment intéressant, de Ouais, contaminer. Puis aussi, en fonction de son niveau hiérarchique, si on veut, l'intensité de contamination est très grande. Il faut regarder ça en tête aussi, là. Lorsqu'on on est en relation avec une ou des personnes, forcément, on crée quelque ouais. chose. On peut créer un impact positif, un impact négatif. Et plus on est dans une position d'autorité, disons, si on peut dire ça comme ça, importante, il y a quelque chose qui peut être extrêmement, soit un levier important ou complètement Puis moi, destructeur. David, je dirais vraiment qu'on peut pas être deux, on peut pas vraiment sur le long terme être deux personnes, une personne au travail, une personne à la maison. Ouais. Bien sûr que dans notre intimité la plus personnelle soit-elle, bien sûr euh, on n'a pas de masque, puis on aura toujours des masques au travail. Bien sûr, c'est évident. Ouais. Je me chicanerai pas comme je me chicane avec ma douce moitié. Bien sûr, c'est évident. Mais est-ce qu'on est capable d'essayer d'incarner la même type de personne au quotidien? C'est-à-dire, si pour toi la gentillesse est si importante au travail, tu ne peux pas manquer de gentillesse dans chacune de tes interactions quotidiennes, comme à l'épicerie, au Tim Hortons ou ailleurs. Pratique-toi, parce que c'est pas un muscle qui se pratique, qui va devenir des automatismes par la suite, parce que ça sera des habitudes d'être courtois, d'être gentil. Donc, on ne peut pas faire semblant d'être gentil quand ça compte, puis de ne pas l'être quand ça compte pas. Si je prends cet exemple-là, parce que tout le monde va le comprendre, mais ça se transpose dans n'importe quoi. La curiosité. On ne peut pas être curieux juste au travail, puis mettre la switch à off quand on arrive à la maison. Cette curiosité, cette flamme doit se tisser, peu importe avec qui tu es. Donc, pour moi, c'est dans le bon dosage, en parcimonie, parce que le cadre de travail, c'est jamais une famille, tout le monde le sait, ça. On peut faire assemblant, on ne met pas de masque. Ben oui, on met des masques. Tout le monde met des masques au travail. C'est normal. On n'est pas dans un cadre intimiste comme à la maison. Par contre, il y a des assises qu'on peut développer euh, dans nos interactions banales qui vont être franchement capitales et utiles dans notre vecteur professionnel par la suite. Tu parlais des habitudes, des gestes, par exemple, de bonté qu'on Ouais. peut faire. Je pense que tu as quelque chose que tu pratiques régulièrement, toi, en termes de, exemple, je t'ai déjà entendu dire que souvent tu vas payer le Ouais. café à la personne qui est après toi, qui elle-même ne le sait pas que tu vas faire ça, là. Pourquoi tu fais ça? Puis quel impact tu peux voir lorsque tu peux être témoin de ça chez la personne à qui Ouais, tu on fais parle ça? du café parce que c'est un exemple comme ça. Mais moi, j'aime Oui. beaucoup, par exemple, parler aussi de l'exemple du compliment. Quelqu'un qui t'offre un magnifique sourire puis qui t'offre un service hors norme alors qu'elle te tend un 5 carré aux dates ou peu importe qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, sa nature du pourquoi elle fait ce qu'elle fait est beaucoup plus. Elle est nette parce que son enthousiasme. Et donc, souvent, je vais les mettre en lumière. Oui, des fois, d'une manière altruiste, sans intérêt, je vais offrir un café à la personne derrière moi. Des fois, je surprends la personne en. J'aime faire ces gestes de bonté naturellement ici et là parce que ben, ça me provoque beaucoup de plaisir. D'ailleurs, ça sécrète une hormone qui s'appelle l'ocytocine quand on le fait.
l'hormone de l'attachement. Donc, essentiellement, c'est que ça me fait du bien. J'aime beaucoup faire ces gestes de générosité désintéressés. Donc, je le fais par égoïsme peut-être, mais ça crée un bel impact chez l'autre. Mais, C'est un beau ouais, ben paradoxe, voilà. quand Voilà. même. Ce que tu viens de dire, c'est égoïste, mais c'est Ben, c'est altruiste en ça, même il temps. faut C'est savourer les intéressant. paradoxes, je te le dis. Et par ailleurs, euh, je trouve que la chose qu'on peut mettre en lumière et qui coûte rien, et qui est un des gestes de générosité les plus purs et les plus rares, c'est pour moi quand on porte notre attention à l'autre. Peu importe de quelle nature ça se transposera, mais qu'on porte son attention, son regard et tous ses sens sont intimement liés à l'autre. Et donc, on lui offre une belle dignité, cette personne-là, parfois, dans un monde extrêmement isolé aujourd'hui. Et parfois, ça Mhm. passe par reconnaître, par offrir un petit compliment somptueux, ressenti. Et là, David, je ne suis pas en train de dire, il faut que tu fasses 5 compliments aujourd'hui, David. Non, non. C'est de complimenter et de reconnaître quand tu le ressens, tout simplement. Et des fois, Mhm. juste prendre un moment et écrire une petite note à quelqu'un d'autre. Mais sachez qu'à chaque fois, cette personne, ça ne la laissera jamais indifférent et elle va vous répondre à chaque fois parce que ben, vous créez un ressenti réel, authentique. Donc, pour moi, le café, c'est un exemple de bête que je prends, toujours un exemple, pour amener un peu, épater la galerie, si tu veux, mais la nature de mon message, c'est plutôt d'offrir toute forme de générosité, une écoute attentive, une attention, un geste, bien sûr, un savoir-faire et coaching. Bon, il y a toutes sortes de manières d'être généreux. C'est ce que je veux mettre en lumière. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans le comportement humain? Qu'est-ce que tu trouves de plus beau? Le plus beau ou ce qui me fascine le plus? Ben, allons-y avec les deux OK. questions. Parce- D'abord, ce qui te fascine le plus. Ben, ce qui me fascine le plus, c'est que chaque être humain est extrêmement différent. Euh, la nature de la relation ne sera pas la même. La résonance ne sera pas la même. Pour une telle situation, une personne peut vivre une émotion X et pour la même situation, un autre peut vivre l'émotion Y. Les besoins sont différents. La nature de la personne. Moi, c'est la complexité qui me fascine le plus. C'est-à-dire qu'on peut bien parler de toutes ses compétences, habiletés relationnelles, mais découvrir l'autre, et si ça se trouve, le comprendre, c'est un long chemin parce que moi, je ne sais pas pour toi, mais David, je ne me comprends pas moi-même parfois et j'ai une quarantaine d'années derrière la cravate. Donc, j'aime mieux parler de découverte que de comprendre parce que je trouve que le fardeau est lourd à porter quand on dit on va Oui. comprendre David versus me comprendre moi-même qui est déjà un lourd fardeau à porter. Donc, moi, ce qui me fascine, c'est ça. C'est la complexité, c'est, c'est le côté subjectif, chaque être humain est tellement différent. C'est magnifique pour moi, ça. Puis ta deuxième question, c'était quoi? C'est qu'est-ce que tu trouves le plus beau chez l'être humain? Le plus beau, je trouve, c'est qu'on est capable du meilleur. Et c'est un paradoxe parce qu'on est aussi capable du pire. Et c'est pour ça que l'espoir est toujours présent chez l'humain parce que ben, on est capable du meilleur et quand on s'allie, on l'a vu avec la COVID, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'empathie collective qui se sont mis en branle. Mhm. Je me rappelle les violonistes sur les balcons en Italie qui s'improvisent Oui, c'est et toutes vrai. sortes de choses euh, qui tendent à l'espoir, mais de l'autre côté, il y a toujours ce côté un peu plus sombre, beaucoup plus sombre chez l'être humain, par sa nature de son intelligence peut-être. Euh, mais c'est ça, euh, on est capable du meilleur quand on est capable de contaminer positivement un groupe par une idée, par un comportement, par un geste. Et c'est ce qu'il faut faire, hein, je pense, contaminer avec des exemples. C'est un peu ce que tu fais parfois. Je vais passer sur ton LinkedIn, justement, là, je suis Ouais, fan de Point C'est Tout, et là, tu partages soit une un petit vidéo qui a été populaire. comportement, ouais. euh, C'est ça, exactement, exactement. On devrait le faire plus, justement, d'avoir des beaux exemples comme ça à recopier et à reproduire pour améliorer Ben, je l'environnement qui pense nous que entoure, chaque là. parent qui nous écoute peut
Et chaque personne qui nous écoute finalement, c'est juste que chaque parent, j'ai amené cet angle-là dans le sens que, ben, impacte définitivement directement l'enfant. Donc, quand on dit que c'est nos écoles qui éduquent nos enfants, oui et non, c'est plutôt les parents au départ qui laissent des traces vraiment importantes et l'éducation dans nos écoles fait un travail important digne de ce nom. Mais au départ, c'est nous et donc on est des modèles. Faudrait peut-être pas l'oublier dans nos critiques, dans nos comportements, dans nos dires. Et effectivement, je pense que chaque personne, à sa manière, dans chacune de ses interactions, a un privilège de pouvoir changer la trajectoire d'une journée chez une personne parce qu'on la réalité, c'est qu'on connaît jamais, jamais, jamais la vraie réalité de l'autre, de ce qu'elle vit. Et parfois, par ton sourire, par ta manière d'être, dans une interaction extrêmement banale, ça peut vraiment permettre de modifier une trajectoire d'une journée. Toi, personnellement, dans ta carrière, tu nous parlais au début là, de ce qui t'a amené vers les habiletés relationnelles avec ton ami lorsque tu Mmh. étais jeune, etc. Mais est-ce qu'il y a un moment marquant ou déterminant où est-ce que toi, tu t'es fait montrer une marque de reconnaissance ou tu as pu être, disons, l'heureuse victime, si on, Ouais, on peut dire ça comme ça, là, mais l'heureux récipiendaire d'une belle marque chez quelqu'un d'autre et que tu t'y ouais, attendais pas et que là, pour toi, ça a été, mon Dieu, ça vient de changer quelque chose en moi. C'est ouais, merveilleux. ben, j'en ai plein en tête, là, j'en ai tellement parce que lorsque tu cultives un lien relationnel vrai, sans attendre, ben ça tu cultives un héritage de relations et ça vient, ça part, ça revient. Hem, Ouais. je me rappelle, une collègue de travail, je travaillais à l'université à l'époque et elle m'avait, elle m'avait inscrit, sans que je le sache, à une émission de télé, qui était pour des personnes inspirantes dans ton entourage professionnel. Puis Non. j'avais été choisi. Ça s'était passé dans ma même maison ici où je vis et j'étais en vacances, puis, je me suis fait surprendre et là, toutes des personnes extrêmement significatives pour moi étaient là et c'était un tournage, ça a duré 1 heure et une personne à leur tour avec une citation de qui j'étais, de leur perspective. Ça avait été un moment, moi, j'en revenais pas d'avoir autant marqué cette personne qui m'avait inscrit et toutes ces personnes qui avaient été sélectionnées pour faire un témoignage à mon égard. Il y avait des étudiantes qui étaient là, il y avait des collègues qui étaient mon patron, patronne, il y avait des collègues homonymes à moi, il y avait des membres de ma famille. C'était grandiose. Et donc, mais la vérité, c'est que chacune des échanges, j'essaie toujours de me dire, je veux laisser un héritage de relation avec cette personne. Mmh. Un héritage de relation. J'aime ça Mmh. ce que tu viens de dire comme mot, là, ton exemple de mot, c'est un peu ça Ouais, aussi, hein. On veut maintenir, on veut une laisser une trace, ouais, marque un positive. ressenti. C'est ça, une trace. Oh oui, absolument. Absolument. Merci, merci Benoît pour la discussion. Ça fait déjà Ben presque oui, ça a passé 1 tellement heure vite. ça passe Merci à vite. toi. Avant de terminer, s'il y a des gens qui veulent poursuivre la discussion avec toi ou te contacter pour différents besoins, peut-être te contacter pour des Ouais. conférences ou pour ton livre ou différentes choses, comment ils peuvent le faire? Via LinkedIn ou via mon site web, hein, il est très simple, benoitchalifou.com, aussi simple que ça. Sinon, ils peuvent me contacter sur LinkedIn également, ou sur mon site web, il y a un formulaire qui permet de rentrer en relation avec moi directement, donc aussi simple que ça. Parfait. Bon, alors les informations, vous les retrouverez dans la description de l'épisode. Le lien LinkedIn de Benoît, son site web, également le lien pour son livre. Si jamais vous êtes intéressé, je vous le recommande Merci. chaudement. Eh bien, Benoît, c'est ce qui met fin à notre discussion pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci mille fois d'avoir été avec moi pour discuter des habiletés relationnelles, grandement apprécié. Puis j'espère que ça aura pu inspirer plus d'une Tout le personne. plaisir est pour moi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.